Monsieur Bakara Kouyaté, notre consultant, qui est là avec nous tous les soirs pour applaudir. Et à ma droite, Monsieur Rida El Kantouche, qui n'est pas un consultant de sport, mais qui connaît beaucoup le football. Alors, on va revenir là-dedans avant de parler de ce match de la Tunisie éliminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment dire, complémentaire de ce que vous pouvez voir ailleurs. Ce qui est difficile, c'est de voir un match de Tunisie, puis juste voir après celui-là du Maroc. On voit bien que les Marocains, ils en veulent. Hein. C'est un beau match. Beaucoup d'occasions manquées, évidemment, on l'a tous vu. Mais c'est un beau match, ils en voulaient les Marocains. Et là, la Tunisie, c'est dommage, je ne sais pas. Alors, comme disait tout à l'heure Jean-Éric, peut-être qu'est-ce qui se passe avec la Tunisie? Ils n'ont pas gagné dans les anciens matchs, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous savez que tous les 2 ans, les équipes changent, les joueurs changent, il y a la jeunesse, il y a des équipes, plutôt des joueurs qui vont dans les pays étrangers prendre du professionnalisme et puis s'engourdir et puis se renforcer. Bon, la Tunisie, j'ai pas vu grand-chose, je suis désolé, mais désolé pour mon pays d'origine, on va dire. Mais bon, j'espère qu'ils feront mieux autre chose, peut-être à la Coupe du Monde. Mais ils ont quand même brillé dans certaines compétitions, grandes compétitions, on en est fiers. Et puis on espère que ça va continuer. Peut-être une information qui peut être intéressante, c'est le budget alloué aux équipes nationales. Dans certaines équipes africaines, les présidents, les comités, les clubs, etc. ont un budget important pour soutenir leur équipe nationale. Alors là, la Tunisie, j'aimerais bien voir s'il y a un petit truc là-dedans ou pas. Voilà, Jean-Luc, ma réponse. Merci, mesdames. Il faut quand même souligner que la Tunisie a toujours répondu présent dans toutes les compétitions, au basket, au handball, au volley aussi. Donc voilà, c'est peut-être une grande performance. Mais comme on dit toujours, en sport, la performance n'est jamais stable. Ça dépend des générations, ça dépend de plein de choses. Voilà, donc mon cher ami Bakara, l'homme qui fait les calculs pour la Côte d'Ivoire. Alors, donne exactement la situation et tous les scénarios possibles. Merci Jean-Éric Sendé. Donc, au stade actuel, si les matchs terminent comme ça, la Côte d'Ivoire ne va pas aller au 8e de finale. Parce que là, pour l'instant, ils sont 3e. Avec la victoire du Maroc, ils sont qualifiés. Mais il y a le deuxième match qui se joue entre Tanzanie et le Congo. Si Tanzanie marque un but, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que les Ivoiriens prient encore pour que ce match termine 0-0 et que le Maroc continue à marquer des buts pour gagner la Zambie. Donc, on va bien encourager le Maroc. Alors, on va encourager le Maroc et puis il faut que la situation reste comme ça parce qu'on ne peut pas faire une Coupe d'Afrique des Nations dans un pays sans la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire soit au moins au 8e de finale pour que l'ambiance continue à arriver sur Abidjan. Je voulais juste ajouter une chose. Peut-être que vous avez remarqué, sur le terrain aujourd'hui, presque tous les Ivoiriens sont sortis pour supporter le Maroc. Parce que ça a l'air intérêt. Et sur les réseaux sociaux aussi, ils demandaient au Mali de gagner le match. Parce que s'ils avaient gagné la Tanzanie et la Namibie, leur qualification était à 100% assurée. Mais pour l'instant, c'est le Maroc qui peut les sauver. Donc, il faut que tout le monde supporte le Maroc et qu'on puisse finaliser la CAN dans une belle ambiance. Parce que si la Côte d'Ivoire est éliminée maintenant, ça ne va pas être facile. Hein. La CAN, on va quand même bien continuer notre travail. Mais à Abidjan, ça va être autre chose. Ça va être triste à Abidjan. Alors qu'on continue à supporter le Maroc, donc qui mène 1-0. Un super but d'ailleurs. Et est-ce que tu penses, Rida, sur ce qu'on a vu, que le Maroc peut marquer encore 2 ou 3 buts? Disons que s'ils gardent encore cette forme qu'ils avaient depuis le début, ce dynamisme, et puis cet échange. Mais vous regardez le jeu qu'ils ont eu, c'est un jeu d'équipe. C'est pas un jeu individuel comme on l'a vu dans certaines autres équipes. Je pense qu'il y aura peut-être une chance de marquer un but, peut-être 2 encore. Moi je dis 3. On va faire non, en tout 3. Gislaine qui en tout 3. 3 buts. On dit jamais 203, vous connaissez l'adage. Écoutez, on souhaite bonne chance au Maroc et puis s'avancer.
et puis du beau jeu. Voilà, aujourd'hui, je suis venu la première fois, j'ai vu du beau jeu. Effectivement, il faut que le Maroc parte au conduit, merci Bédard. Mais si on revient sur le match d'avant, la deuxième mi-temps était quand même point d'interrogation pour le Maroc, hein. C'était pas simple. Et la Zambie joue un peu le même jeu que la RDC. Ça se développe très rapidement vers le but adversaire. Et le Maroc n'est pas la pluie d'encontre. En fait, sur ce match-là, moi je pense que le Maroc peut encore marquer des buts avec le système de jeu qu'ils ont. S'ils continuent comme ça, ils peuvent. Mais il faut qu'ils fassent beaucoup attention à la défense. S'ils font une petite erreur, la Zambie peut en profiter. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Parce que les Zambiens, ils ont envie. Ils ont vraiment envie de gagner ce match pour faire un match nul. Donc ils vont tout faire pour marquer des buts. Il faudrait que la défense marocaine soit plus solide qu'actuellement. Scénario pour la Zambie. Quels sont les scénarios possibles pour la Zambie? Les scénarios pour la Zambie. La Zambie gagne, qu'est-ce qui se passe? Si la Zambie gagne, ils vont être qualifiés. Ils sont qualifiés. La Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée. La Côte d'Ivoire. Si la Zambie fait match nul. Si la Zambie fait match nul, la Côte d'Ivoire va dormir à la Côte d'Ivoire. Bon, heureusement qu'ils ne sont pas nos amis ivoiriens parce qu'ils auront dansé des bouteilles. Hein. Mais nous, on est là pour que le Maroc gagne et que la CAN continue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, pays organisateur. Et puis, il faut aussi respecter tous ces pays africains qui investissent pour construire des stades parce que c'est vraiment des gros investissements. Et ça permet aussi, de temps en temps, d'apporter de la joie à tous les Africains, et même nous, ici à Lyon, de la diaspora. Et ça permet aussi de maintenir des relations amicales, fraternelles, pour qu'on puisse justement continuer à rêver jusqu'au bout. Alors, pronostic... Je vais continuer dans ton sens. Jean-Éric, les actions que tu mènes en Afrique, pour la jeunesse, le sport pour la jeunesse, et ces stades servent à eux. C'est à eux que ça sert. Donc pour la suite, la continuité, que ces jeunes puissent reprendre ces infrastructures, et puis vivre grandement dans des stades qu'ils n'auraient pu jamais imaginer. Parce qu'on a l'image, en général tous en Europe, des stades avec des terrains déserts, de l'herbe sèche, où les gamins jouent pieds nus, etc. Donc toi, les actions que tu as menées, j'ai vu pas mal de choses que tu as faites, et tu peux nous en toucher deux mots. Oh là là, on va changer de casquette là. C'est vrai que... c'est dans la continuité. Hein. Merci, c'est vrai que souvent on a tendance à oublier tout ce qu'on fait. Oui, on travaille beaucoup grâce par le biais de l'association Jeunesse à Culture Sport et Mémoire. On travaille beaucoup sur des camps de basket inclusif, hein, sur des villes partenaires de la métropole de Lyon. Donc on est beaucoup plus sur le basket, les sports urbains, le breaking, le roller, le skateboarding aussi. Et donc, par justement des appels à projets auxquels on répond tous les ans, hein, la métropole Lyon, là, je vais passer un grand coucou à mon ami Philippe Loreto, qui viendra, il m'a promis qu'il viendra. Il a vu l'ambiance sur les réseaux sociaux, il m'a dit qu'il viendra. Donc voilà, par la métropole de Lyon, on arrive à intervenir donc, à Rabat, à Temsna au Maroc, à Porto Novo au Bénin. Alors, ça, ce sont des actions. Tout ça, ce sont des actions. Et quel est l'objectif final? Alors, l'objectif final, c'est l'éducation, hein, justement. C'est l'éducation et c'est de faire prendre conscience aux jeunes des enjeux société positifs. Ça parle de l'égalité des genres, les questions relatives au climat, le dialogue, la paix, les premiers secours. Et tout ce qui est aussi attrait à la mémoire des pays. Parce qu'on parle souvent de citoyenneté mondiale, de citoyenneté francophone, de citoyenneté africaine. Mais il faut que les jeunes dans les pays africains, et pas que dans les pays africains, connaissent l'histoire et la mémoire de leur pays. Tout à l'heure, on a eu un débat sur on est né en France, mais on n'arrive pas à jouer pour son pays parce que voilà, on ne connaît pas l'histoire de son pays. Donc nous, justement, on a aussi un axe dans cette direction. Et d'ailleurs, le prochain, quand on va faire au Bénin, au mois de juillet prochain, il y aura une sortie qui sera prévue à Ouida. Ouida, c'est un centre de traite humaines, où sont partis beaucoup d'esclaves, entre 1600 et 1800, notamment vers les États-Unis et Haïti.
Et donc, on a lancé le programme. Donc, les jeunes à Porto Novo, les jeunes basketteurs, envoient des questions de savoir si, par exemple, Stephen Curry n'aurait pas des origines béninoises, par exemple, LeBron James, voilà. Donc, ils sont déjà dans ce délire. Et ça, c'est important pour les gamins comme ça, de savoir vraiment d'où ils viennent. S'approprier l'histoire du continent, de chaque pays. Et puis la phrase que tu as dit tout à l'heure, je me rappelle, de bien vivre ensemble. Effectivement, dans la composante dialogue et paix, justement, de nos activités, c'est dialogue et paix, donc dialogue interculturel, parce que les pays africains, c'est beaucoup de tribus qui sont regroupées dans des États qu'on leur a imposés, donc c'est la source de beaucoup de conflits. Et justement, il faut ces notions d'interculturalité, de vivre ensemble. Entre, par exemple, Porto Novo, vous avez les Yoruba, vous avez les Ani, les Yoruba qui sont au Nigeria, du côté de la frontière Nigeria. Au nord de Porto Novo, vous avez aussi une autre tribu qui peut se rattacher au Togo. Donc voilà, on a mis des gens comme ça dans nos territoires. Et puis voilà, il faut vraiment qu'on arrive vraiment à la paix durable dont l'Afrique a vraiment besoin. Et justement, le sport est aussi un vecteur de paix, de fraternité et d'amitié. Donc tu es d'accord qu'on a fait une aparté intéressante? Bien sûr, Rida. D'ailleurs, je sais qu'on a toujours partagé ces valeurs de paix et ces valeurs de diversité. Et c'est vrai que dans le sport, c'est très important parce que, en fait, moi, je dis toujours que le sport, en fait, c'est un iceberg. Le sport, c'est un iceberg. Et qu'est-ce qu'on voit dans le sport? L'iceberg, on voit que le dixième, c'est ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit. C'est des compétitions de haut niveau. Voilà. Et les 9 dixièmes qu'on ne voit pas, c'est toutes des valeurs qu'on est en train de parler. Et ça, c'est la partie submergée. Bon, je vais arrêter là parce que quand je commence à parler de l'éducation, le sport, l'insertion, on peut aller jusqu'à demain. On va revenir donc sur le direct. Merci, Rida.